Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Le pape est mort. Le trône est vacant. C'est une élection à bulletin secret, sans campagne électorale, sans candidat d'ailleurs. Aucun homme sain d'esprit ne veut la papoter. Après une messe, une prière, débutera le conclave au Vatican. Les 133 cardinaux électeurs vont s'enfermer en la chapelle Sixtine. Ils vont se couper du monde pour désigner le successeur du pape François plus de 2 semaines après sa mort. S'il n'y avait que la certitude et pas de doute, il n'y aurait pas de mystère. Et l'on pourrait donc se passer de la foi. Habemus Papam. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes toujours en guerre, comme le disait Emmanuel Macron, mais on n'est pas encore dans le Habemus Papam, oui. Le conclave s'est ouvert, oui, il y a eu déjà 2 votes, et la fumée noire est apparue à 2 reprises, donc c'est plutôt plusieurs votes, on va en parler. Et en fait, on va pas faire de prédiction qui sera le prochain pape. Ce qui est important, c'est d'expliquer en quoi, effectivement, qu'est-ce que c'est que ce conclave, qu'est-ce que c'est cette élection, et quelles conséquences pour tout le monde, parce que, évidemment, le Vatican, c'est beaucoup plus que le Vatican. Ce n'est pas un État, c'est un empire, quelque part un empire spirituel, mais un empire. On va en parler avec la journaliste Marie d'Armagnac. Et puis nous allons parler aussi d'une autre rencontre qui a eu lieu, elle, sans fumée blanche ou fumée noire. C'est la rencontre entre Ahmed El-Shara, le nouveau président syrien, et Emmanuel Macron, le président de la République. Donc le second a reçu le premier à l'Élysée. Ça s'est très bien passé, cordialement. Les uns disent comment on reçoit un terroriste, les autres disent non. Il est temps de participer à la paix au Proche-Orient, cette paix si fuligineuse, si furtive. On va en parler avec Fabrice Balanche. Vous savez, Fabrice Balanche, c'est ce professeur qui a été empêché de faire son cours d'histoire par des cagoulés, voilà, qui viennent maintenant dans des universités, etc., dans des universités où ça apprend le savoir, où on les empêche de transmettre le savoir. C'est très très intéressant. Et puis, en seconde partie d'émission, eh bien, c'est le 8 mai. C'est le jour de la victoire. Et avec Céline Alonso, nous allons recevoir de 13 à 14 heures Dominique Lormier, qui a écrit un livre passionnant sur les secrets de la victoire de 1945. 80 ans, très exactement. Eh bien, comment ça s'est passé ? Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes le 8 mai 2025. 80 ans, jour pour jour, après la célébration de la victoire sur le nazisme par les Alliés en 1945. Et nous sommes aussi en attente de quoi ? Eh bien, en attente du pape, du nouveau pape. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le très bel Anima Christi, cette hymne presque, si vous voulez, du catholicisme. Et en ce moment, il y a 133, c'est bien ça, 133 cardinaux qui sont enfermés au Vatican et qui vont encore voter pour l'élection du nouveau pape, celui qui va remplacer le pape François. On en parle tout de suite, mais écoutez déjà ce qui va retentir ce soir, demain ou après-demain. On ne sait pas encore, bien sûr. Il faut les 2 tiers, la personne choisie par les 2 tiers des cardinaux. Écoutez ce qu'on va en tout cas entendre dans les tout prochains jours. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Voilà, on s'imagine la place Saint-Pierre. On annonce ça, les applaudissements. Marie d'Armagnac, bonjour. Bonjour.
vous êtes journaliste, vous connaissez très bien Rome, où vous avez vécu longuement. Vous avez écrit, je rappelle, sur Matteo Salvini, l'indiscipliné aux éditions de l'Artilleur, et vous avez préfacé l'autobiographie de l'actuelle femme forte d'Italie, Giorgia Meloni, mon itinéraire aux éditions Chora. Je sais que vous préparez vous-même un livre sur Meloni. Mais en attendant, Rome, vous connaissez très bien, et je voudrais que vous me parliez de cette espèce d'atmosphère, de ce moment quand même extrêmement important, que ce soit pour l'Italie, pour les catholiques, mais aussi pour le reste du monde, ce que c'est que ce conclave, cette espèce de vote très spécifique et très particulier. Oui, alors cette année, cette fois-ci, ce conclave qui s'est réuni pour élire le 267e pape, donc le successeur du pape François, mais aussi le successeur de l'apôtre Saint-Pierre. Cette année, c'est un conclave très, très nombreux. Il y a 133 cardinaux électeurs, alors que la constitution apostolique qui régit cela, qui avait été promulguée par Jean-Paul II, s'était arrêté à 120. Mais bon, là, il y en a 133. Oui, il y en a 133. C'est un record. Enfin, c'est un nombre record. Oui, non, c'est un nombre record parce que il faut savoir que le pape François, au long de ses 12 années de pontificat, chaque année a créé de nouveaux cardinaux. Ah ouais. Oui, chaque année. Et peu de papes. Je suis même pas sûr que. Je crois que c'est le premier pape à l'avoir fait. En avoir créé autant. Oui. Oui. Et donc sur les 133, il y en a 108 que lui-même a créé. Alors, donc le conclave, les cardinaux sont rentrés en conclave, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant coupés du monde depuis hier. Totalement coupés du monde. Totalement coupés du monde. C'est-à-dire qu'il y a même un dôme électronique au-dessus du Vatican. Il n'y a plus aucune communication possible depuis avant-hier, après-midi. Et eux ne peuvent pas, par exemple, appeler de leur portable, etc. Non, les portables ne les ont plus avec eux. D'accord. Et donc, ils vont le matin à la messe à la chapelle Pauline, qui est dans le Vatican, qui jouxte la chapelle Sixtine. Oui. Et puis ensuite, ils rentrent en conclave. Ils en ressortent. Et c'est dans la chapelle Sixtine. Oui. C'est ça. Ils en ressortent pour le déjeuner. Et je pense que c'est à Sainte-Marthe, à nouveau, le déjeuner préparé par les sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, et puis ensuite ils rentrent à nouveau en conclave. Donc depuis ce matin, il y aura 4 scrutins. Donc c'est assez long, parce que le nombre de cardinaux est quand même assez important. Ah oui, 133. Ils dorment à Sainte-Marthe. Oui, ils dorment tous à Sainte-Marthe et dans un bâtiment à côté, puisque Sainte-Marthe est trop petit. Puisque d'une part, il y a les anciens appartements du pape François qui sont toujours sous-scellés, donc qui ne sont pas disponibles. Ouais. Et d'autre part, il y a un nombre exceptionnel de cardinaux. Oui, donc voilà. D'accord. Mais ils sont coupés du monde réellement. Et ça, c'est très important. Oui, c'est très important. Et ça, c'est ça depuis toujours. Depuis toujours, ils sont vraiment coupés du monde. D'accord. Et donc, il n'y a rien qui fuite. Et ils ont surtout, il faut le savoir, ils ont prêté serment du secret. Du secret des délibérations et du secret après, une fois l'élection faite. Ah oui, oui. Ça n'a pas forcément toujours été respecté, le secret après. Après, ouais. Oui, mais pendant, il n'y a pas de problème, c'est vraiment une chape totale. Ouais. Une vraie chape de plomb, en fait. De plomb, oui, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, tous les employés du Saint-Siège qui vont les assister, les médecins, ceux qui préparent... ceux qui s'occupent les repas, de gérer toute l'intendance, ils ont tous prêté serment également la veille. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement verrouillé et ça n'a pas changé depuis des siècles, donc c'est assez impressionnant. C'est un des signes de cette permanence de l'Église. Et en revanche, ils peuvent communiquer entre eux quand même. Bien sûr. Ils peuvent se parler. Bien sûr, ils se parlent au déjeuner, ils se parlent le soir, ils peuvent se voir, enfin voilà, oui, non, ça bien sûr. Et ils se sont d'ailleurs, avant d'entrer en conclave, ils se sont beaucoup parlé. Oui, parce qu'ils sont arrivés avant le conclave. Ils sont arrivés avant le conclave, mais il y a eu ce qu'on appelle les congrégations générales, ce sont des réunions où chacun des cardinaux, y compris les non-électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 80 ans, prennent la parole et font un peu quand même, esquissent un bilan du pontificat précédent et donnent leur vision de l'Église. Donc ça permet de connaître, de voir quelles sont les urgences, quels sont les thèmes qui reviennent, quelles sont les tendances, quelles sont les lignes de fracture, et alors, Marie, et quels sont les blocs. Oui, alors justement, Marie Darmagnac, ce conclave spécifique vient après 13 ans de Pape François, pratiquement, et où il a changé des choses, accentué des choses. Il a été quelque part très admiré, mais aussi très contesté. Enfin, on sait que ça a été un pontificat, en tout cas. Assez révolutionnaire, oui. On le peut le dire. Et justement,
quelle coloration, encore une fois, on va pas dire tel ou tel, on va pas faire les favoris, on n'est pas là au derby d'Epsom. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il a vraiment plus politisé, parce qu'il y a toujours la religion et la politique, enfin en tout cas l'institution évidemment et la politique ont des lieux, c'est assez poreux aussi. Bien sûr. Surtout que le pape François a eu un pontificat très politique. Voilà, alors qu'est-ce que ça implique justement l'après François, qu'est-ce que ça peut impliquer? Eh bien, je pense que ce conclave est aussi paradoxal que l'a été le pontificat du pape François. C'est-à-dire qu'on se dit, il a créé 108 des 133 cardinaux, il les a créés à son image, selon ses idées, selon les impulsions qu'il veut donner à l'Église. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, première chose, il a créé des cardinaux du bout du monde, en Mongolie. Il y a un cardinal suédois dont on parle. Alors il n'existait pas avant. Non, c'est le premier cardinal suédois. Et 1% de la population en Suède est catholique. 1%, c'est pas beaucoup. Ouais. Et en même temps, il n'y a pas de cardinaux pour le diocèse de Milan, qui est le plus grand diocèse d'Europe, pas de patriarche de Venise, pas de cardinal archevêque de Paris. Donc il a déjà bousculé beaucoup les choses. Alors on peut voir ça comme une ouverture vers les périphéries géographiques, en tout cas du catholicisme, le sud, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie, etc. Les terres de mission, comme les terres de mission, oui. Absolument. Ouais. Mais on peut voir ça aussi comme une espèce de si vous me permettez l'expression, de sacré bazar, parce qu'ils ne se connaissent pas entre eux. On a vu lors des congrégations générales que certains cardinaux ne parlent pas italien, donc c'est quand même difficile pour tout comprendre, pour être dans le truc, si vous voulez. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des blocs en fait qui vont se dessiner. Il y a bien sûr, on a beaucoup parlé des progressistes contre les conservateurs, mais enfin il y a vraiment pas que cela. Même si il faut quand même rappeler qu'avec cette révolution du conclave du pape François et c'est cette fournée de cardinaux vraiment très fréquente, et il n'y a plus que 18 cardinaux qui sont dits conservateurs. Donc il y a très peu de chances que ce soit l'élection de... Disons qu'il a intronisé plus de cardinaux progressistes que de cardinaux conservateurs. A priori, oui. Mais en même temps, ce n'était pas forcément le critère de choix pour lui. Il pouvait avoir un coup de cœur pour un cardinal, décider qu'il était très pastoral et avoir un évêque très pastoral et le créer cardinal. Ça ne veut pas dire... voilà. Ce qu'il y a, c'est que il y a en fait des cardinaux. Il y a plusieurs types de cardinaux. Il y en a qui viennent donc du bout du monde, qui ne connaissent pas bien la curie, qui ne connaissent pas bien l'Europe. Il y a ceux qui au contraire, ont beaucoup tissé un grand réseau. Alors évidemment, on pense tout de suite au cardinal Parolin, mais pas seulement. Il y en a d'autres. Un réseau très... qui est le cardinal Parolin? C'est l'ancien secrétaire, enfin c'est l'ancien maintenant, parce que secrétaire d'État, c'est le numéro 2 du Saint-Siège, ça a été le bras droit du pape François, c'est un cardinal italien, c'est un diplomate, il a fait l'école des nonces. D'accord. Et un peu l'école du Quai d'Orsay. Il est un peu en situation, je ne dirais pas de favori, on va pas, mais il est bien placé. Quand même, très honnêtement aussi. Ouais. Après, il ne faut pas oublier que au conclave, on rentre pape et on en ressort cardinal. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise, comme ça avait été le cas pour l'élection de Jean-Paul II. La situation était un peu bloquée et on avait été chercher un cardinal un peu de consensus ou de compromis. Donc c'est ça, il y a des cardinaux qui ne sont pas papabilés, mais qui sont faiseurs de rois, si on peut dire. Faiseurs de pape, comme on les faiseurs de rois. Voilà. Donc ça va être assez intéressant. Et curieusement, et ça c'est le paradoxe de l'après-François, un dernier paradoxe posthume du pape François, c'est que ce conclave dont on avait l'impression qu'il l'avait verrouillé, est en réalité quand même assez ouvert. Parce qu'il y a aussi une constante qui est beaucoup revenue dans les congrégations, dans les thèmes abordés dans les congrégations générales, c'est l'unité de l'Église. C'est réparer quand même... Le pape François, par un pontificat assez turbulent, assez secouant pour la majorité des catholiques. On connaît ses prises de position, que ce soit sur l'immigration, que ce soit... Il a quand même clivé, en fait. Il a quand même clivé et il faut réparer. Il faut un pape qui apaise, un pape de compromis, un pape qui ne soit pas front contre front avec une partie des cardinaux. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi, un pape qui dit non, il faut rétablir effectivement ce qui est véritablement l'Église et qui n'a pas les mêmes idées que le pape François et qui est un pape de combat, mais de l'autre côté, ça vous paraît difficile ou voire impossible? Oui, ça me paraît impossible dans la mesure où... Non, ça me paraît impossible dans la mesure où cette frange que vous décrivez, je pense, est minoritaire, même si elle est assez active. Elle est très vivace. Mais je ne pense pas que ça se dessine tellement comme ça, même si, effectivement,
il y a certaines choses sur lesquelles il faudra revenir. Il y a même, j'ai vu ça dans la presse italienne, un cardinal qui était très proche du pape François dans les idées et puis personnellement, mais qui n'est plus électeur, qui est le cardinal Maradiaga, et donc qui a pu assister et participer aux congrégations générales, qui ressort en disant mais qu'est-ce que c'est que toute cette bande de retourneurs de veste, ceux qui étaient très françoisophiles, si on peut dire, le sont plus tellement, le sont moins, reviennent un peu en arrière. Il y a quand même une esquisse de bilan critique. Il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises, parlons, ou pas. Ça peut être le cardinal Parolin qui sera quand même comment dire, un homme de curie, un homme qui connaît l'appareil, qui connaît les dossiers, mais qui est contesté sur pas mal de choses, notamment l'accord avec la Chine. Ah oui, il faut parler mais à tout, hein, je veux dire. Et il y a eu beaucoup de choses. Et j'allais vous dire ça, c'est d'ailleurs mes dernières questions. C'est que ce qui est intéressant là-dedans, quand on regarde ça, c'est que c'est quand même le poids du Vatican, le plus petit État du monde, mais qui a un poids politique, qui a un poids géopolitique, peut-être. C'est le premier réseau diplomatique du monde. Voilà, premier réseau diplomatique du monde. Premier réseau de renseignement du monde. Ouais, c'est extraordinaire. C'est quand même assez. Ça tient dans un pâté de maison. Ouais. Et c'est vraiment... C'est quand même la première puissance spirituelle du monde. 1,4 milliard de catholiques. On voit l'engouement médiatique qui a été quand même assez incroyable pour les funérailles du pape François. Oui, avec le nombre de chefs d'État et de délégations étrangères qui sont venus rendre leurs hommages à la dépouille du pape. C'est assez impressionnant. C'était vraiment la permanence de l'Église. Malgré la vicissitude, toutes les vicissitudes de l'histoire et malgré le caractère... profondément humain des hommes, des gens qui la composent, de ses membres, ça reste une institution vraiment quand même extrêmement solide. Même si, bon... Ouais, comme disait un célèbre romancier, Dieu a besoin des hommes, et là, visiblement, Dieu a besoin des cardinaux. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, Marie Darmaniac. Merci beaucoup, pour vos éclaircissements. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quand un chef d'État français reçoit en grande pompe un nouveau chef d'État syrien, et quel chef d'État qui s'appelle Ahmed El-Shara, mais qui est plus connu sous le nom d'Al-Joulani, ça fait, et légitimement, les unes des médias. Quand un maître de conférence à l'Institut de Lyon 2 se fait, je dirais pas éjecter, mais il se fait pratiquement stopper dans ses cours par une bande de cagoulés qui décident qu'il n'a pas droit à la parole parce qu'il n'est pas de leur bord et de leur opinion, ça fait aussi les unes, mais pas du tout de la même façon. Sauf que ce professeur... il connaît très très bien la Syrie. Il a écrit un livre là-dessus. On va en parler tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Si je faisais une équipe de foot avec des dictateurs, je prendrais Mussolini en avant-centre, mais pas Hitler dans les buts. Bah non, parce qu'il est trop petit. Pinochet serait ailier gauche et Mao serait ailier gauche, parce qu'il est de gauche. Et Pol Pot, lui, il serait soigneur. Oh, ça va, ça servit tout seul, c'est bon, ça va. Oui, les Pol Pot, les dictateurs, c'est les Fatal Picard. Moi, j'aime beaucoup les Fatal Picard. Si vous ne les connaissez pas, allez écouter leur disque et leur CD. Voilà, Pol Pot. Et là, je ne sais pas si on peut parler de dictateur, mais on peut parler de beaucoup de choses. Bonjour Fabrice Balanche. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Je rappelle, Fabrice Balanche, que vous êtes un éminent spécialiste de la Syrie. Et vous avez écrit d'ailleurs chez Odile Jacob un livre que je recommande, Les leçons de la crise syrienne. Et vous êtes maître de conférence à l'Institut de Lyon 2. Alors d'abord, avant de parler de ce qui s'est passé, on en avait parlé déjà évidemment quand il y a eu les incidents. Métaphore, c'est une litote par rapport à ce qui s'est passé. Je voudrais que vous disiez ce que votre analyse par rapport à la réception de Ahmed El-Shara, donc le nouvel homme fort de la Syrie, par Emmanuel Macron hier, et ce qu'ils se sont dit, ce que la France va essayer de lever, en tout cas de demander à ses partenaires européens de lever les sanctions contre la Syrie, etc. Quelle est votre analyse, quel est votre ressenti par rapport à ce qui s'est passé hier?
Ahmad al-Shara donc est venu faire sa tournée des capitales européennes pour obtenir la levée des sanctions et une aide économique. Il est en quête d'argent et de légitimité. Donc c'est à ce titre-là qu'il est venu en France. Il a commencé par la France, c'est intéressant parce que ça flatte évidemment la diplomatie française qui s'est fait griller la politesse par les Allemands en Syrie, puisque l'Allemagne a réouvert son ambassade avant la France. Avant la France, oui. On est dans cette petite guéguerre diplomatique pour le leadership de la politique européenne à l'égard de la Syrie en Europe. Après, Ahmad al-Shara, moi j'ai pas d'illusion sur ce qu'il est. C'est un djihadiste. Il a rompu avec Al-Qaïda sur le plan tactique en 2016, lorsque Jabhat al-Nusra a changé de nom pour devenir Hayat Tahrir al-Sham. Il n'a pas renouvelé son allégeance à Al-Qaïda. Mais ça s'est fait, ça a été un divorce à l'amiable. Alors justement, c'est quoi son parcours très exactement, Al-Joulani? Parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas, ils le découvrent là. Alors, son parcours, quand il avait une vingtaine d'années, il était étudiant à Damas. Après avoir fait ingénieur, il est passé en études d'arabe classique, ce qui montre déjà une radicalisation précoce, puisque c'était pour, approfondir sa connaissance de la religion et du Coran qu'il avait changé de filière. Et très rapidement, à partir de 2003, il part en Irak. C'est l'époque de l'occupation américaine de l'Irak. Et il va rejoindre Al-Qaïda en Irak, dirigé à l'époque par un monsieur qui s'appelle Al-Zarqawi, pour faire le coup de feu contre les Américains. Il va être arrêté, mis en prison à Abu Ghraib, où il va rester quelques années, libéré pour bonne conduite. Il va rejoindre ensuite à Mossoul Baghdadi, donc le calife du futur État islamique, et il va être commandant des opérations militaires dans la région de Mossoul, spécialisé dans l'attentat suicide. C'est pas lui qui va se suicider, parce que c'est quand même un travail de débutant, l'attentat suicide. Il va convaincre des jeunes d'aller se faire exploser à proximité des barrages américains. Et c'était l'opérateur, c'était le chef opérateur à ce moment-là. Le chef opérateur, oui. D'accord. Et en 2011, il va venir en Syrie dès juillet 2011 avec un petit groupe de Syriens qui, comme lui, avaient rejoint l'État islamique en Irak pour noyauter la rébellion syrienne avec son groupe, le Front al-Nosra. Alors au début, il dit pas qu'il est membre d'Al-Qaïda, pour obtenir du soutien matériel, financier. Mais les États-Unis, qui ont des bons renseignements, dès le mois de décembre 2012, vont mettre le Front al-Nosra sur la liste des organisations terroristes en disant qu'ils sont liés à Al-Qaïda. On se souvient de la phrase de Fabius à l'époque, c'est dommage, nos partenaires arabes nous disent que le Front al-Nosra fait du bon boulot sur le terrain, ça va nous priver d'un super le Front al-Nosra fait du bon travail, disait Laurent Fabius, absolument. Voilà, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et la France va donc attendre le mois de mai 2013, pour le mettre sur la liste des organisations terroristes. D'accord. Après qu'il ait officiellement avoué qu'il était membre d'Al-Qaïda. Là, on pouvait quand même pas reculer. Entre-temps, François Hollande leur avait fait livrer des armes, il faut quand même le souligner. Bien rappelé, et donc, il va rentrer ensuite dans une confrontation avec al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, pour des querelles d'ego, pour des querelles de contrôle du djihad en Syrie. Et puis, ils vont se partager le territoire. Baghdadi, ça va être Raqqa, l'est de la Syrie, l'Irak, et puis Jolani, c'est son nom de guerre à l'époque, va s'occuper de l'ouest du pays. D'accord. Et il va noyauter la rébellion syrienne, pourrir la rébellion syrienne, éliminer les modérés, qu'ils soient laïcs ou islamistes modérés, comme le groupe Ahrar al-Sham, qui va être complètement décapité. Ensuite, il va s'enquister dans la région d'Idlib, où là, il va faire un nettoyage complet de toutes les autres bandes rebelles, éliminant tout le monde. Mais alors, sa technique, c'est on élimine, mais discrètement et sans revendication. C'est-à-dire que contrairement à Daesh, à l'État islamique, qui tous les vendredis décapitait à Raqqa au carrefour de Tête Coupée, devant les caméras, etc. Voilà, lui, il fait ça discrètement dans les prisons pour ne pas justement avoir cette mauvaise image. C'est un type qui est très intelligent. Il comprend le jeu géopolitique. Il va se mettre sous la protection des Turcs en 2019.
qui vont le sauver de l'anéantissement, et ensuite qui vont le manipuler et lui permettre de prendre le pouvoir donc en décembre 2024. Voilà le personnage. Le personnage. Si on veut comprendre ce qu'il veut faire de la Syrie, il faut regarder ce qu'il a fait à Idlib. Idlib, il l'a transformé en émirat islamique, où la charia règne. Alors, les gens vous disent, oui, mais on peut écouter de la musique, oui, mais on peut fumer. Oui, d'accord, mais enfin, toutes les femmes sont voilées. C'est la loi islamique qui règne. Ah oui, mais les chrétiens sont tolérés. Oui, enfin, il y a quelques centaines de personnes âgées qui restent dans quelques villages dans la région d'Idlib, qui nous protègent comme un zoo, pour montrer aux interlocuteurs occidentaux, aux journalistes, regardez comme je suis tolérant. Hein. C'est sa stratégie. Voilà. Donc il veut faire, à votre avis, il veut faire de la Syrie un Idlib, quoi, un Idlib en grand, un peu, c'est ça. Il veut faire de la Syrie une république islamique centralisée. Donc ça veut dire que les minorités, les Kurdes qui ont acquis une autonomie, ils vont la perdre sous son contrôle. Il veut se débarrasser évidemment des non sunnites, et puis surtout des non religieux, en leur rendant la vie difficile, voire en faisant quelques massacres qui feront jurisprudence pour provoquer des épurations ethniques. Mais depuis quelques jours, on parle en tout cas des exactions, plus que presque des massacres, contre les Alaouites, les Druzes, etc., etc. Il y a eu la presse et les médias ont reporté un certain nombre d'exactions plus ou moins terribles, quoi. Ouais, alors au mois de mars, début mars, il y a eu des massacres importants dans la région alaouite. 2000 à 5000 personnes ont été exécutées par les troupes de Chara, pas par des éléments irréguliers. Alors lui, il fait croire que c'est des éléments irréguliers, parce que dans ces cas-là, il faut éviter de se salir les mains directement. C'est comme lorsque les Turcs massacraient les Arméniens à Adana en 1909. L'armée turque, l'armée ottomane cernait les quartiers, et c'était les Bachibouzouk qui faisaient le sale boulot. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et puis, alors ils ont dit oui, mais c'était une rébellion des anciens supporters d'Assad, et puis ça a dégénéré. Non, ça a été provoqué par le régime. Et là, on a des articles qui commencent à sortir, notamment toute une série de reportages dans Le Monde, faits par une journaliste, Hélène Salon, qui fait beaucoup de terrain, et qui est une excellente plume, et qui a révélé, vidéo, preuve à l'appui, que c'est bien ce régime qui a décidé des massacres et exécuté des massacres. Et plus récemment, il s'en est pris aux Druzes. Il s'en est pris aux Druzes dans la banlieue de Damas, il s'en est pris aux Druzes dans leur fief. Et là, on peut pas les accuser d'être pro-Assad. Donc, tous les médias français ont fini par mettre en évidence que c'était bien un problème religieux qui motivait justement ces massacres. Et ces massacres, oui. Alors justement, et on arrive alors que cette personne dont vous venez d'écrire l'itinéraire, le portrait, et puis les récentes actions, il est reçu en grande pompe, très bien, avec serment de main, avec gestes affectueux, etc. Est-ce que, alors, laissons entre guillemets un moment la morale et parlons de politique. C'est quoi pour la France aujourd'hui, à votre avis, d'accueillir comme ça et de dire alors est-ce que ceux qui défendent ceci disent oui, mais vous comprenez, c'est bien, ce n'est pas un ange, c'est le moins que l'on puisse dire, mais il faut quand même retrouver des liens avec la Syrie, etc. Vous en pensez quoi? Bon, moi je suis assez partagé. Je pense que la diplomatie est faite pour parler aussi aux ennemis, voire surtout aux ennemis. Donc le fait que Macron le reçoive, sente le personnage, ça me paraît pas dénué de bon sens. Qu'il lui fasse passer ensuite des messages en lui disant écoutez, on n'est pas dupe sur ce que vous avez fait. D'ailleurs, il l'a dit, il faut que vous protégiez tous les civils. Nous serons vigilants. Bon, il faut pas que ça reste du discours, par contre. Il faut que si dans 6 mois les massacres continuent et qu'on se dirige effectivement vers une république islamique dure, à ce moment-là, il faut que les sanctions soient remises en place. Il faut pas être dupe, parce que on est quand même coincé. C'est-à-dire que effectivement, il y a pas une autre alternative. Il y a toujours une autre alternative, mais aujourd'hui, Chara, c'est l'alternative qui paraît la plus crédible aux yeux de la diplomatie française et même européenne. Bon, moi, je partage pas tout à fait cette opinion. Je pense qu'il y a une autre solution entre la dictature islamique
et l'explosion de la Syrie sur le modèle libyen, parce que c'est ce qu'on nous dit finalement. On veut pas une nouvelle Libye, donc on n'a pas le choix. Ou même une Syrie démembrée, ou une Syrie démembrée. Moi, je pense au contraire que là, il y a une autre voie qui est justement une Syrie fédérale, confédérale, sans aller vers l'éclatement du pays, mais avec une large autonomie des Kurdes, des Druzes, des Alaouites, même d'Alep par rapport à Damas, qui permettrait de garantir aux minorités leurs droits et leur existence en Syrie, et qui permettrait aussi de créer des contre-pouvoirs au pouvoir central, pour éviter justement qu'il ne devienne une dictature comme l'était celle d'Assad. En fait, c'est un pari, Fabrice Balanche, c'est un pari, justement. Mais est-ce que c'est la menace? Est-ce qu'en levant les sanctions, comme ça risque de faire, est-ce que c'est une bonne méthode, à votre avis? On peut lever les sanctions, puisque à la période où elles ont été prises, c'était contre le régime de Bachar el-Assad. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a plus tellement de sens, mais il y a quand même des sanctions qui ont été prises contre Hayat Tahrir al-Sham, contre le groupe dirigeant pour les exactions qu'il a commises dans le passé. Donc à ce moment-là, celles-là, on pourrait quand même essayer de les maintenir. Mais on vous dit, voilà, il y a eu des massacres, si la Syrie ne se redresse pas, elle va s'enfoncer dans le chaos, ça va être pire, donc il faut aider Ahmad al-Shara à stabiliser le pays pour éviter que ça devienne une deuxième Libye où que la situation empire. Moi je dis attention, il est sympa aujourd'hui, enfin relativement sympa aujourd'hui, relativement tolérant aujourd'hui parce qu'il est faible. Mais le jour où il va se renforcer, là, il va être beaucoup plus méchant. Donc, en fait, ne vous méprenez pas. Oui, il y a un Joulani avec cravate et un Joulani sans cravate. C'est ça. Celui qu'on a vu avec cravate. Restez avec nous, c'est passionnant. Fabrice Balanche, on va aussi parler, parce qu'il faut en parler, de ce qui se passe en France, de ce qui s'est passé en France avec vous, et au-delà de ça, de ce que ça représente aujourd'hui, le fait d'empêcher quelqu'un de pratiquer la chose la plus sacrée, qui est la liberté d'expression, la liberté de parole, la liberté d'enseigner et la liberté de transmettre. On se retrouve tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous sommes toujours avec Fabrice Balanche, professeur, maître de conférences en géographie et histoire à l'université Lyon 2 et auteur, je le rappelle, et il faut vraiment lire ce livre sur la Syrie, paru aux éditions Odile Jacob. Fabrice Balanche, je voudrais revenir à ce qui s'est passé rapidement, on en avait parlé, mais quand même à ce qui s'est passé et surtout aux conséquences. Je rappelle qu'il y a 5 semaines, mardi 1er avril, vous donnez votre cours sur le campus de Bron. Vous êtes violemment interrompu par une dizaine d'individus masqués, encapuchés, en train de vous insulter, racistes, sionistes, les tout terroristes, le visant, voilà, complices du génocide, etc. Vous parlez de ça. Il y a eu aussi, vous étiez opposé effectivement aux jeunes, à une rupture de jeunes à l'intérieur de l'université, la présidente vous demande d'écrire ensemble une charte de la laïcité, intéressant. Je rappelle que la loi sur la laïcité date de 1905. Enfin, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Vous n'avez pas été, c'est le moins que l'on puisse dire, très suivi par vos hiérarchies. En revanche, le ministère, oui. Comment aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous en êtes 5 semaines plus tard, Fabrice Balanche? Bon, 5 semaines plus tard, il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés entre-temps. Bon, ça s'était au bout de 10 jours, ça s'était assez apaisé. J'ai pas de soutien de la direction de l'université, mais enfin c'est pas grave, je m'y attendais. Une enquête de police était en cours pour identifier mes agresseurs. Difficile parce qu'ils étaient masqués et cagoulés, et comme nous n'avons pas de caméra sur le campus, parce que c'est liberticide, évidemment, les caméras. Vous n'avez pas de caméra sur le campus du tout? Non, aucune caméra. Donc ça veut dire que quand les gens détruisent, taguent, qu'on en a pour 60 000 € tous les mois pour enlever les tags, eh bien, on peut identifier personne puisqu'on n'a aucune bande. Voilà. Intéressant. Donc, mi-avril, la présidente de l'université annonce, dans un média lyonnais, que ça ne l'étonne pas que c'était tombé sur moi, cette affaire, vu mes propos sur Gaza.
que j'avais tenu des propos complotistes, délétères pour la réputation de l'université. Dixit la présidente. Dixit la présidente. De l'université. Oui, oui. Alors là, je suis vraiment tombé des nues, quoi. J'aimerais bien qu'elle m'explique quels sont mes propos sur Gaza. Bon, en gros, elle justifie ce qui s'est produit. Elle donne raison à mes détracteurs. Donc, j'ai eu énormément de soutien dans l'opinion, des collègues qui ont signé une pétition demandant la démission de la présidente. Le ministre ensuite a recadré la présidente dans une tribune dans le Figaro en disant qu'il attendait des présidents d'université un soutien inconditionnel aux enseignants qui étaient agressés de la sorte, et non pas qu'on les enfonce. Ouais. Et puis, beaucoup de gens se sont intéressés évidemment à Lyon 2. Et on a commencé à exhumer des tweets, des tweets ou des captures de Facebook du vice-président de l'université, du premier vice-président de l'université, dans laquelle il faisait Willy Beauvalet, c'est ça. C'est Willy Beauvalet. Oui. Dans laquelle il faisait en septembre 2024 l'oraison funèbre d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, un mouvement terroriste quand même, dans lequel il disait que il fallait que Nasrallah soit au Panthéon. Ah oui, carrément. Intéressant. Bon, donc, si vous voulez, ça interroge quand même sur la neutralité, l'impartialité de la direction de l'université. Il y a eu tout un tollé par rapport à cette affaire. Et début mai, donc, le vice-président en question a posé sa démission. Alors officiellement, d'après lui, parce qu'il était harcelé sur les réseaux sociaux, mais en réalité parce qu'il y a eu un signalement fait par le ministre de l'Enseignement supérieur pour apologie du terrorisme. Le ministre ayant lui-même déclaré qu'il ne comprenait pas que quelqu'un qui avait de telles positions sur le Hezbollah puisse être vice-président d'une université. Et à la suite de ça, autre rebondissement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Panclouk et Laurent Wauquiez ont décidé de suspendre les subventions à l'université Lyon 2 tant qu'il n'y aurait pas une inspection indépendante du ministère de l'Enseignement supérieur pour faire la lumière sur les dérives idéologiques et autres qui règnent dans cette université. Voilà où on en est aujourd'hui. Oui. Alors justement, je voulais vous parler de cette décision, effectivement, de Laurent Wauquiez, de dire, écoutez, on veut savoir ce qui se passe, donc pour le moment, on arrête les subventions. Mais moi, la question qu'on pose, enfin, ayant suivi ça comme beaucoup de monde, qu'est-ce qui fait qu'une présidente d'université et un vice-président d'université non seulement ne soutiennent pas ces enseignants, en tout cas en l'occurrence vous-même, et au contraire, je dirais pas l'accable, mais oui, enfin en fait, se dit oui, mais il l'a bien cherché quelque part. Mais qu'est-ce qui fait que ça peut se passer comme ça? Tout simplement parce que nous ne sommes pas du même bord politique. Et la direction de l'université de Lyon 2 est clairement de gauche, d'extrême gauche, depuis 10 ans. Non, mais ça n'empêche pas qu'on accepte une opinion différente, on accepte une liberté différente. C'est ça l'université. On peut être de gauche ou de droite, mais accepter que l'autre n'ait pas les mêmes pensées que vous, ou les mêmes opinions que vous. En théorie, oui. Ça serait dans l'université idéale. Seulement, ça ne se passe pas du tout comme ça. Vous avez de moins en moins de pluralisme à l'université. Vous avez une pensée unique de gauche et d'extrême gauche qui s'impose dans les recherches, dans le recrutement des enseignants, et notamment en sciences humaines et sociales. Les gens qui sont comme moi de droite sont marginalisés, exclus. On ne veut pas leur donner les moyens de travailler. Si on pouvait les licencier, on le ferait. Mais bon, on est fonctionnaire d'État quand même. Mais on serait dans une université. Je dirais en Union soviétique, je serais déjà au goulag. Oui, ça pose vraiment réflexion. Donc, mais il est bon quand même qu'il y ait des opinions différentes, et il est bon aussi que les présidents de région réagissent et en tout cas posent des questions. Fabrice Balanche, mais aujourd'hui, vous continuez vos cours à Lyon 2 ou pas? En ce moment? Oui, je continue mes cours. Enfin, les cours aujourd'hui sont arrêtés parce que là, on rentre en session d'examen jusqu'au mois de juin. Mais bon, en principe, je ferai ma rentrée à Lyon 2 en septembre normalement, à moins que
les sessions d'examen soient perturbées aussi, ou qu'il y ait de nouveaux incidents à la rentrée. Parce que je pense que je suis quand même dans le collimateur de tous ces groupes islamo-gauchistes et qu'ils ne vont pas me rendre la vie facile. Et je n'espère pas évidemment beaucoup de soutien non plus de la part de... Oui, mais vous continuerez, vous ne laisserez pas faire, vous continuerez à faire votre métier à Lyon 2. Je veux dire, en tout cas, vous ne renoncez pas. Là, de toute façon, je ne renonce pas, et deux, je n'ai pas le choix. Je suis professeur nommé à Lyon 2, et vous savez, dans l'université, on ne change pas, on ne mute pas facilement comme dans le secondaire. Oui. Merci Fabrice Balanche, merci pour les éclaircissements, d'abord sur la Syrie et sur ce qui se passe, mais je rappelle quand même que la liberté, si ça veut dire encore quelque chose, la liberté ne se divise pas, et la liberté d'expression encore moins, et que l'université, mais j'ai presque honte de rappeler ces banalités de base, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu de pluralité, c'est un lieu de savoir, et que ceux qui revendiquent hautement la diversité commencent à l'appliquer déjà chez eux, ce serait une bonne chose.